cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler conseils voyage et plus particulièrement comment faire en sorte que son voyage se passe sans encombre. Ça m'est déjà arrivé souvent sur internet de voir des commentaires de personnes qui ont été déçues de leur voyage et je me rends compte que parfois en fait le problème du voyage n'était pas la destination mais tout simplement le manque de préparation qu'il y avait en amont. Bien évidemment quand c'est la première fois qu'on voyage ça arrive souvent de faire des erreurs, moi aussi j'en ai faites et justement j'ai appris de mes erreurs et je vous partage aujourd'hui mes conseils pour que tout se passe bien. Comme je l'ai dit généralement, les problèmes peuvent majoritairement être évités avec une bonne préparation. Donc du coup on va procéder par étapes et l'étape 0, parce que pour moi on ne commence pas un processus voyage si on n'a pas déjà rempli cette étape, ça va être l'étape du budget. Lors de cette étape on va tout simplement se renseigner sur ce que coûte un voyage sur telle ou telle destination pour être sûr qu'il rentre dans notre budget. Parce qu'il y a certaines destinations parfois qu'on a tendance à sous-estimer au niveau du prix et ça peut nous ruiner un voyage. Que ce soit au niveau du prix des logements, des transports, de l'alimentation, encore des activités, il faut savoir que parfois on peut vite être surpris sur les prix qui sont pratiqués sur place. Quand tu économises pour un voyage et qu'au final sur place tu te rends compte que c'est beaucoup plus cher que tu ne le prévoyais, ça gâche quand même un petit peu ton expérience. Et ça peut paraître bateau pour certains, mais moi c'était l'une des premières erreurs que je faisais, c'était de pas forcément regarder ce que coûtaient les transports ou encore ce que coûtaient les prix des activités et une fois sur place je me retrouvais un petit peu frustrée de ne pas pouvoir faire tout ce que je voulais. Du coup, si une destination voyage en particulier t'intéresse, la première chose à faire c'est de 1, outre les billets d'avion, parce que parfois les billets d'avion peuvent être très intéressants, surtout aujourd'hui avec les compagnies low cost, ça va être de regarder le prix des hôtels, mais également le prix des activités en général, ainsi que le prix des transports et le prix de l'alimentation sur place. Comment faire? Rien de plus simple, quelques recherches sur internet te permettront d'avoir un budget type. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui partagent ces informations sur leur blog, ou encore en post Instagram, en story, ou encore en TikTok, c'est vraiment des choses qu'on voit très souvent. Tu as aussi pour des plus grands voyages ou des road trips, des sites internet tels que Combien ça coûte ou encore Planificateur à contresens qui te permettent d'estimer un budget type. Bien évidemment ça dépendra du type de voyageur, il y a des voyageurs backpack, il y a des voyageurs un petit peu plus luxe, en fonction de ton standing ça pourra varier, mais c'est quand même vachement important de se renseigner. Une fois que tu sais si ton budget est ok ou pas, tu as choisi ta destination et on passe à l'étape numéro 1, ça va être de choisir le moment de l'année où tu y vas. Parce que oui, le moment de l'année où tu voyages peut fortement impacter ton séjour. Je pense notamment à des destinations en Asie où on a des fortes périodes de chaleur ou encore des fortes périodes de pluie, les moussons, c'est pas très agréable. Donc si tu veux vraiment faire ton voyage de rêve à Bali mais que tu pars en janvier, sache que généralement c'est la saison des pluies. Donc il y a de fortes chances que ton voyage se passe pas forcément aussi bien que ce que tu ne l'espérais. C'est encore une chose qu'il faut prévoir en amont parce que c'est pas une fois que tes billets d'avion seront bookés qu'il faudra dire zut j'ai pris la mauvaise saison. Outre les saisons, on vérifie également ce qui est jour férié. Oui, ça peut paraître bête mais ça reste important. Vu que je vis en Allemagne, ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui me disent oui, est-ce que tu me conseilles de venir faire le 24, 25, 26 en Allemagne pour voir les marchés de Noël? Et généralement je leur réponds non, absolument pas. Ça surprend beaucoup de gens mais en fait le 24, 25, 26 en Allemagne ça reste des jours fériés. Le 25 et le 26 pour le coup sont réellement des jours fériés et le 24 généralement tout s'arrête vers midi, les villes se désertent, tout le monde se réunit en famille et il se passe absolument plus rien. Vous n'aurez aucun magasin ouvert, les marchés de Noël généralement seront fermés, les restaurants aussi parfois, les villes seront désertes, c'est un petit peu triste et puis aussi accessoirement pendant ce genre de jours fériés il y a beaucoup d'activités qui ferment et donc du coup forcément beaucoup moins de choses à faire pour vous. Je pense également à d'autres périodes de l'année comme par exemple les pays arabes et le ramadan. Alors il y a certaines personnes qui adorent voyager dans les pays arabes pendant la période du ramadan parce que c'est justement beaucoup plus calme et elles préfèrent, et il y en a d'autres par contre qui n'aiment pas du tout parce que justement elles trouvent que ça manque un petit peu de vie. Ça ce sera propre à tout à chacun mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Si vous voulez vous rendre dans un pays en particulier pour avoir par exemple des aurores boréales, pour voir des baleines, il faut savoir aussi que ces événements sont en fonction des saisons, donc encore une fois il faut se renseigner. Je pense par exemple au fait qu'au Mexique il y a certaines périodes de l'année où les plages sont remplies d'algues et que forcément, outre le fait que vraisemblablement ça sent pas très bon, c'est pas très esthétique, ça gêne beaucoup les gens qui souhaitent profiter des plages. On fait attention aussi à l'afflux des touristes, je sais qu'il y a des personnes qui comme moi préfèrent profiter des destinations avec un petit peu moins de monde. Encore une fois c'est quelque chose que vous pouvez vérifier à l'avance sur des sites comme Où et quand partir ou encore partir.com, et on vérifie également la disponibilité des activités en fonction des saisons hautes et des saisons basses parce que oui, dans certains pays, étant donné qu'ils sont un petit peu moins populaires au niveau du tourisme, les saisons basses sont du coup des saisons un petit peu mortes. Je pense notamment à la République tchèque, à partir de novembre en fait, il y a beaucoup d'activités qui décident de ne pas ouvrir en semaine. Donc si tu souhaites faire tout un road trip d'une semaine, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'activités qui n'ouvrent que le week-end et ça c'est un peu triste. Enfin bref, c'est plein d'exemples qui te montrent que les choix des périodes peut être hyper importante concernant le bon déroulement de ton voyage, mais également la quantité de choses que tu pourras faire une fois sur place.
Étape numéro 2, toujours avant de prendre tes billets d'avion, ça va être de dessiner dans les grandes lignes un itinéraire. Que ce soit en city trip ou en road trip, je trouve que cette étape est importante parce qu'elle va être très indicative du nombre de jours que tu vas devoir passer sur place. Ça m'est déjà arrivé par exemple de passer 4 jours dans un endroit où personnellement j'aurais pu en passer que 2. Et quand tu as un certain nombre de congés restreints, bah parfois tu dis zut, j'aurais pu investir ces congés à peut-être meilleur escient. Donc l'air de rien, je trouve ça quand même important d'aller se renseigner. Encore une fois, c'est des informations qui sont facilement trouvables sur internet. Il suffit de taper combien de jours sur Prague par exemple, ou encore d'aller sur Pinterest avec la destination plus itinéraire, et puis tu trouveras des articles tels que Londres en 4 jours. Certaines personnes me diront oui mais tu peux facilement passer 2 semaines à Londres, on est d'accord, bon, on n'a pas tous des congés en illimité, mais disons qu'il y a certaines destinations parfois où il n'est pas nécessaire forcément de rester 1 semaine sur place, et inversement il y a des destinations où ne passer que 2 jours sur place c'est assez frustrant, donc c'est quelque chose à savoir avant de prendre tes billets d'avion, et en particulier lorsque tu fais un road trip. Si tu comptes par exemple faire un road trip dans un pays, bah déjà c'est intéressant pour savoir si potentiellement tes billets d'avion seraient pas plus intéressants à prendre en multi-destination. Donc imaginons si tu vas en Croatie, tu arrives à Dubrovnik et tu repars de Zadar. Pourquoi pas. Il faut savoir que c'est pas toujours plus cher au niveau des prix et ça peut te faire gagner énormément de temps au niveau des trajets. Si tu fais une boucle, ce sera moins problématique, mais tu as un petit peu compris l'idée. Ça te permet également de savoir si tu dois passer 1 à 2 semaines dans telle ou telle destination, et avant de prendre tes hôtels, ça te permet aussi de savoir si tu dois rester plus par exemple dans le nord du Nil ou dans le sud, si tu dois prendre plusieurs logements ou un seul sera suffisant. Bref, c'est pour optimiser ton temps et tes trajets sur place. Pas besoin à cette étape de vraiment faire un itinéraire où tu as heure par heure ce que tu dois faire. Non, le but ça va être de savoir combien de jours passer dans tel endroit, comme ça tu as déjà un petit peu une idée de ce que tu vas faire. Troisième étape, et là pour moi elle se fait en même temps que le choix des vols. Tu es sur Google Flight, Skyscanner, peu importe, et tu es en train de regarder à tes vols, et à ce moment-là, avant de les prendre, tu vas quand même vérifier le prix des hôtels. Parce que oui, parfois un vol peut être hyper intéressant, mais le prix des hôtels pas du tout. C'est surtout intéressant lorsque tu fais un road trip par exemple dans un pays, parce que tu peux arriver à plusieurs aéroports différents du pays. Je pense notamment par exemple à la Croatie, tu as l'aéroport de Split, de Dubrovnik, de Zadar. Bah, si les billets sont trop chers à Dubrovnik, bah dis-toi que peut-être en changeant les dates des hôtels, si tu arrives à Zadar et que les dates d'hôtels sont différentes, ça peut être financièrement plus intéressant. Oui, c'est un petit peu de mathématiques, ça peut prendre parfois un petit peu de temps, mais ça m'est déjà arrivé personnellement de voir qu'en fait si je faisais le road trip à l'envers, dans l'autre sens que ce que j'avais prévu à la base, ça me coûtait moins cher. Et une fois que tu es sûr d'avoir des hôtels, tu peux booker les vols, et moi personnellement j'attends pas pour pouvoir booker les hôtels. Une fois que mes vols sont pris, je prends les hôtels également, et avec annulation gratuite. Comme ça, si dans l'entrefait je trouve des hôtels qui financièrement sont plus intéressants, bah, je vais pouvoir changer. Concernant les logements, avant de les prendre, je te conseille aussi de regarder, à faire en sorte de ne pas être dans des quartiers qui craignent. Ça peut paraître bête, mais il y a beaucoup de gens qui ont eu des mauvaises expériences en voyage parce qu'ils se trouvaient ou logeaient dans des quartiers qui étaient pas forcément ultra safe ou un petit peu bizarres, donc voilà. Si tu pouvais éviter ce genre de quartier, ce serait bien. Autant éviter les problèmes. Étape suivante, ça va être de repérer quelques restaurants. Le but encore une fois n'est pas de prévoir tous les restaurants au jour le jour, mais de prendre quelques adresses. Ces adresses, tu peux encore une fois les trouver sur TikTok, sur des blogs, sur Pinterest. Et ça va surtout être super pratique quand tu arrives les premiers jours et que t'as pas forcément l'énergie parfois de chercher. Ça dépend si tu arrives tard, ça dépend si tu as eu beaucoup d'escales ou beaucoup d'heures de trajet. Ça te permet aussi par exemple de faire des réservations dans des endroits qui sont très populaires et qui potentiellement peuvent te passer sous le nez si tu n'as pas de résa. Et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant quand t'es sur place, que t'as faim, que tu es fatigué de devoir chercher des restaurants, alors que quand tu as déjà une liste de 4-5 restaurants que tu peux faire et que tu sais que c'est des bonnes adresses, ça te facilite quand même un petit peu la vie. Ici on se rapproche de notre séjour tout doucement et ça va être le moment de vérifier les formalités. Est-ce que tu as besoin d'activer par exemple des zones géographiques sur ta carte de banque pour éviter des frais? Est-ce que tu as besoin d'un visa? Est-ce que tu as besoin de papiers propres au Covid? Est-ce que tu as besoin de faire des vaccins? Ça va être à voir quelques semaines avant de partir. On n'oublie pas également de vérifier les assurances parce que je le précise mais ça arrive encore à certaines personnes d'oublier de vérifier les conditions d'entrée dans certains pays, et il faut savoir qu'aujourd'hui il y a certains pays qui te refusent l'entrée à leur territoire si tu n'as pas une assurance maladie qui te couvre pour un certain montant. C'est le cas par exemple de la Russie. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres pays asiatiques qui le font. Bon, actuellement il y a personne qui veut aller en Russie vu la condition géopolitique dans laquelle on se trouve, on est d'accord, mais c'est pour donner un exemple. Est-ce qu'il est nécessaire de prendre une carte SIM? Est-ce que tu dois en acheter une? Vérifie aussi par exemple les transferts entre l'aéroport et le centre-ville. Étape suivante du coup, vu qu'on vient de parler d'assurance, ça va justement être de prendre une assurance voyage. Alors il y a deux types d'assurance voyage, il y a l'assurance maladie qui te couvre
hors de l'Union Européenne, parce qu'il y a certaines personnes qui sont persuadées que leur carte de l'Union Européenne te couvre, enfin tu sais la petite carte bleue qui te couvre lorsque tu es malade en Union Européenne, te couvre également hors de l'Union Européenne. Non, absolument pas. Donc si tu tombes malade ou que tu te blesses à l'étranger, cette carte ne te couvre pas, tu devras payer les frais toi-même et en fonction du pays dans lequel tu es, ça peut te coûter très très cher. Donc si j'étais toi, je prendrais une assurance. Et ensuite la deuxième assurance qui peut être nécessaire mais qui n'est pas selon moi obligatoire, c'est une assurance no-go. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une assurance annulation. Donc si tu tombes malade avant de partir, c'est une assurance qui en fait rembourse ton hôtel, ton billet d'avion, etc., etc. Étape suivante, connaître les choses à faire et à ne pas faire. Les do's et don'ts, comme on dit chez les anglophones. En gros, toutes les petites choses qui sont culturellement très différentes de ce que l'on peut connaître en Europe occidentale. Encore une fois, par expérience personnelle, quand tu voyages dans certains pays d'Asie, d'Amérique latine ou quoi ou qu'est-ce, tu peux vraiment être confronté à des gros problèmes si tu ne connais pas certaines spécificités de la culture. Je pense notamment à la Chine et le fait que là-bas, les gens ne disent pas non. Voilà, ou tout du moins très très peu. Donc la plupart du temps, quand vous demandez quelque chose, les gens auront tendance à répondre oui, absolument tout, même si ce n'est pas possible. Ce qui est quand même vachement problématique quand toi tu n'es pas au courant de ce petit aspect de la culture. Alors en soi, quand tu es un petit peu initié, tu sais déceler un oui-oui d'un oui-non, mais la première fois que tu es sur place et que tu demandes quelque chose, que tu leur dis oui, est-ce que c'est possible, parce que pire si c'est pas possible, c'est pas grave, mais qu'ils te disent oui, oui, c'est possible, et qu'en fait ce n'est pas du tout possible, ça peut causer quelques tensions. Donc personnellement, c'est le genre de choses que j'irai vérifier, les règles de politesse de base, qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'il y a à ne pas faire, ça ce sont pour moi des choses importantes à vérifier avant de partir, surtout si tu sais que le pays dans lequel tu vas est un pays qui a une culture diamétralement opposée à la tienne. Encore une fois, c'est des choses que tu peux facilement trouver sur internet, dans des guides tels que Le Routard par exemple, ou encore sur des blogs, des articles pittoresques, etc. Généralement, si tu mets la destination, enfin le pays et do's and don'ts, tu trouveras facilement des articles à ce sujet. Conseil suivant, ça va être encore une fois, je l'ai précisé pour les logements, mais ça vaut absolument pour tout techniquement, ça va être de se renseigner sur les lieux à éviter, surtout si tu voyages solo et en tant que femme, il y a toujours des quartiers à éviter, peu importe le pays, peu importe le continent, et tu sais toujours qu'il y a certains endroits à éviter, surtout à certains moments de la journée. Encore une fois, c'est des informations que tu peux facilement trouver sur internet, tu peux également parfois trouver ces informations dans des guides papier, encore une fois, Routard, Le Planète, etc. Et dernière règle qui pour moi est aussi très importante et qui est un petit peu liée à ce que je viens de dire, mais ça va être de suivre les règles de sécurité de base en voyage, même pas en voyage en général, mais surtout en voyage. Ces règles de sécurité, il faut les suivre peu importe que vous soyez en couple, que vous soyez solo, que vous soyez un homme ou une femme. Pour moi, il y a des règles de sécurité à suivre, peu importe où vous allez. Je tiens également à préciser parce qu'il y a des gens qui viennent me dire oui, mais au Japon, il n'y a pas de souci, c'est uniquement dans les pays arabes. Non. Pour moi, il n'y a pas de pays plus dangereux qu'un autre, il y a juste la manière dont vous vous comportez qui potentiellement peut être problématique et la manière dont vous vous êtes renseigné à l'avance. J'ai fait des pays arabes, je n'ai eu absolument aucun problème, je suis partie en étant renseignée à l'avance et je connais également des gens qui sont allés en Corée et au Japon et qui ont eu des problèmes sur place, comme quoi ce n'est pas parce que le pays est reconnu comme étant un pays ultra safe que pour autant c'est forcément le cas et que vous ne pouvez pas avoir de problème une fois sur place. Donc s'il vous plaît, certes, le Japon est connu pour généralement être un pays assez sécu et il y a beaucoup moins de chances de se faire agresser à Tokyo que à la gare du Nord, mais pour autant je pense que c'est important de suivre les règles de sécurité de base. Si vous ne les connaissez pas, la semaine prochaine je fais une vidéo entière sur ces règles de sécurité parce que ici sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue parce qu'il y a plein de règles à suivre, mais vraiment renseignez-vous à l'avance sur ces règles et suivez-les s'il vous plaît, ça peut vraiment changer tout sur votre voyage et de toute façon j'en parlerai la semaine prochaine en vidéo également parce que je pense que ces deux vidéos vont de pair mais sinon elles seraient bien trop longues si je faisais ça d'une seule traite. Autre conseil que je trouve intéressant et qu'on donne pas forcément toujours, ça va être de faire une copie de ses papiers d'identité. Ça peut paraître bête, mais quand tu perds tes papiers d'identité, en fait ça va être très problématique pour reprendre l'avion et une fois que tu as perdu tous tes papiers, pour pouvoir t'identifier si tu n'as pas de copie, c'est très problématique. Et le fait d'avoir une copie justement te permettra de faire ces démarches beaucoup plus rapidement auprès de l'ambassade, auprès de la police, etc., etc. Cette copie bien évidemment tu ne la mets pas au même endroit que tes papiers d'identité, tu la mets soit dans un safe à l'hôtel ou alors tu les scannes et tu les enregistres sur ta boîte mail par exemple en format PDF crypté, je le précise
parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Mais si on vole votre téléphone et qu'on accède à votre boîte mail, on peut aussi accéder à vos fichiers et potentiellement à vos fichiers d'identité. Donc c'est important de crypter vos fichiers PDF. Le fichier PDF crypté, ça va tout simplement être le fait d'avoir un mot de passe à rentrer en fait pour pouvoir ouvrir le fichier PDF. Encore une fois, c'est des tutos qui sont disponibles sur YouTube et sur internet, c'est hyper simple, donc n'hésitez pas à aller checker ça pour pouvoir justement protéger vos données. Mais je trouve que c'est un conseil qui vaut la peine d'être connu. Et voilà, une fois que vous avez appliqué tous ces conseils, normalement votre voyage devrait se passer au mieux. Bon, bien évidemment, on n'est jamais à l'abri que quelqu'un tombe malade durant le voyage, ou encore de petites rencontres un peu malencontreuses, mais disons que vous évitez au maximum le facteur malchance. S'il y a des conseils que j'ai oubliés, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça pourrait être très intéressant pour les autres personnes qui souhaitent également avoir des conseils pour voyager sans encombre. Et on se retrouve la semaine prochaine du coup pour la vidéo sur comment voyager en toute sécurité, que tu sois solo ou pas. Et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu aimes le voyage en général, parce que c'est surtout de ça qu'on parle ici. À très bientôt, ciao!